Sophie se tenait au milieu du salon familial, le cœur battant à tout rompre, tandis que son mari, Alexandre, brandissait son téléphone comme une arme. « C'est toi, n'est-ce pas? Toi et cette femme, hurla-t-il, la voix brisée par la rage. L'image floue mais accablante montrait Sophie en train d'embrasser passionnément Marie dans une ruelle sombre de Montmartre. Un instant volé qui venait d'exploser leur vie en mille éclats. En 3 secondes, tout bascula. Alexandre, les larmes aux yeux, claqua la porte derrière lui, laissant Sophie seule avec l'écho de ses accusations. Elle s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes, réalisant que ce baiser, ce moment de vérité qu'elle avait tant désiré, venait de détruire le fragile équilibre qu'elle avait maintenu pendant des années. Sophie avait toujours su, au fond d'elle, que son mariage avec Alexandre n'était qu'une façade. À 30 ans, avocate reconnue dans un cabinet parisien prestigieux, elle incarnait la réussite, une maison bourgeoise dans le 16e arrondissement. 2 enfants adorables, Louis et Emma, âgés de 5 et 7 ans, et un époux attentionné qui travaillait comme ingénieur. Mais derrière cette image parfaite se cachait un secret qui la rongeait depuis l'adolescence. Sophie aimait les femmes. Elle avait réprimé cette partie d'elle-même pour plaire à sa famille conservatrice, originaire de la province normande, où les traditions catholiques pesaient lourd. Son père, un retraité strict, n'aurait jamais accepté une telle déviance, comme il l'appelait lors de discussions familiales sur les actualités. C'est lors d'un vernissage artistique, 6 mois plus tôt, que tout avait commencé. Marie, 28 ans, une peintre talentueuse aux cheveux courts et au regard perçant, exposait ses toiles abstraites dans une galerie du Marais. Sophie y était allée seule, prétextant un rendez-vous professionnel. Leurs yeux s'étaient croisés au milieu de la foule, et une connexion immédiate s'était établie. Marie, avec son franc-parler et sa liberté assumée, représentait tout ce que Sophie enviait, une vie sans chaîne, openly lesbienne, entourée d'amis progressistes. Elles avaient discuté des heures, riant de tout et de rien. Et ce soir-là, Sophie avait ressenti pour la première fois une étincelle authentique. Les rencontres clandestines s'étaient multipliées. Des cafés discrets, des promenades le long de la Seine, des textos codés. Sophie se sentait vivante. Mais la culpabilité la dévorait. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, embrassait Alexandre sur la joue et bordait les enfants, elle se haïssait un peu plus. Je suis une menteuse, se répétait-elle la nuit. Insomniaque. Marie, patiente au début, commençait à presser, tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. Choisis-toi. Sophie. Mais choisir signifiait tout perdre, la stabilité financière, la garde des enfants, l'approbation sociale. Ce soir fatidique, Alexandre avait découvert la photo par hasard, envoyée anonymement sur son portable. Qui l'avait prise? Un collègue? Un passant mal intentionné? Sophie n'en avait aucune idée. Mais l'impact était dévastateur. Alexandre, effondré, avait appelé ses parents à elle, les informant de tout. Ta fille est une perverse, avait craché son père au téléphone, avant de raccrocher. Sophie, paniquée, envoya un message à Marie, c'est fini. Il sait.
Mais au fond, elle savait que ce n'était que le début d'une tempête. Le lendemain matin, Sophie se rendit au cabinet, les yeux rougis. Ses collègues, ignorant tout, la félicitèrent pour un dossier gagné la veille. Elle força un sourire. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment naviguer dans ce chaos? Elle décida de contacter un avocat spécialisé en divorce, un ami de longue date. Sophie, si tu assumes, ça va être dur, mais c'est possible, lui dit-il. Mais assumer signifiait affronter le regard des autres, les murmures au tribunal, les amis qui s'éloigneraient. Marie, de son côté, vivait dans un petit atelier à Belleville, entourée de toiles inachevées. Elle avait grandi dans une famille libérale, à Lyon, où l'homosexualité n'était pas un tabou. À 20 ans, elle avait fait son coming out sans drame. Rencontrer Sophie avait été un coup de foudre. Mais elle sentait les fissures. Elle est mariée, avec des enfants. C'est une bombe à retardement, se disait-elle. Pourtant, elle persistait, croyant en leur amour. Recevant le message de Sophie, elle sentit son monde s'effondrer. Non. On ne peut pas arrêter comme ça, répondit-elle, déterminée à lutter. Sophie rentra chez elle en fin de journée, trouvant Alexandre assis à la table de la cuisine, les valises prêtes. Je pars chez mes parents avec les enfants. Tu as 48 heures pour décider ce que tu veux, dit-il d'une voix froide. Les enfants, confus, pleuraient. Emma demanda, Maman, pourquoi papa est fâché? Sophie, la gorge serrée, les serra dans ses bras. Ce soir-là, seule dans la maison vide, elle appela Marie. Viens. S'il te plaît. Marie arriva. Et pour la première fois, elles parlèrent ouvertement des conséquences. Si on continue, je perds tout, murmura Sophie. Marie, les yeux brillants, répondit, mais si tu arrêtes, tu te perds toi-même. La nuit fut longue, emplie de doutes. Sophie repensait à son enfance, aux messes dominicales où le prêtre condamnait les péchés contre nature. Sa mère, pieuse, l'avait élevée dans la crainte du jugement divin. L'amour vrai est entre un homme et une femme, lui avait-elle répété. Pourtant, avec Marie, Sophie se sentait alignée, authentique. Était-ce un péché? Ou simplement la vérité? Le surlendemain, Alexandre revint pour une confrontation. Explique-toi. Sophie. Depuis quand? Elle avoua tout, les sentiments refoulés. La rencontre avec Marie. Le mensonge par peur. Alexandre, blessé, pleura, j'ai tout donné pour cette famille. Et toi? Tu me trahis comme ça? Sophie, déchirée, répondit, je t'aime. Mais pas comme un amant. Je suis désolée. Il partit en claquant la porte, promettant une bataille pour la garde. Sophie contacta ses parents, espérant un soutien. Son père refusa de parler. Sa mère sanglota, comment as-tu pu nous faire ça? Pense à tes enfants. La pression familiale s'intensifia. Avec des appels constants,
Des reproches. Sophie se sentait isolée. Mais Marie était là. Un pilier. Elles passèrent des heures à discuter des options, thérapie, médiation, coming out public. Au travail, les rumeurs commencèrent à circuler. Un collègue, homophobe notoire, fit une remarque acerbe lors d'une réunion. On dit que certains ici ont des secrets inavouables. Sophie, rouge de colère, quitta la salle. Ce soir-là, elle décida, elle allait affronter la vérité. Mais à quel prix? Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos émotionnel. Sophie, installée temporairement chez Marie, naviguait entre les audiences préliminaires au tribunal et les appels hystériques de sa famille. Alexandre, représenté par un avocat impitoyable, exigeait la garde exclusive des enfants, arguant que l'instabilité de Sophie la rendait inapte. Une mère qui trompe son mari avec une femme? C'est un danger pour leur éducation? Plaida-t-il devant le juge. Sophie, défendue par son ami, contre-attaqua, c'est mon orientation sexuelle. Pas un crime. Mais le juge, un homme d'âge mûr aux idées conservatrices, fronça les sourcils. Marie, soutenant Sophie, subissait elle aussi les retombées. Ses amis, au courant, l'encourageaient. Mais sa propre famille, bien que tolérante, s'inquiétait. Tu t'embarques dans une relation compliquée. Ma chérie. Marie, peintre en pleine ascension, vit une commande annulée par un galeriste qui avait entendu les ragots. Je ne veux pas de scandale associé à mon établissement, lui dit-il. Marie, furieuse, répondit, c'est de la discrimination pure. Mais intérieurement, elle doutait, valait-il la peine de sacrifier sa carrière pour un amour naissant? Sophie, de son côté, affrontait ses démons intérieurs. Chaque nuit, elle revivait le baiser fatal, ce moment d'euphorie suivi d'un abîme. Ai-je le droit de briser ma famille pour mon bonheur, se questionnait-elle. Elle consulta une thérapeute spécialisée en identité queer, qui l'aida à déconstruire ses culpabilités. Vous avez le droit d'être vous-même? Sophie. Mais les choix ont des conséquences. Ces sessions révélèrent des blessures enfouies, un premier crush adolescent pour une camarade de classe, réprimé par peur du rejet. Un après-midi, Sophie reçut un appel de l'école des enfants. Madame, Louis a frappé un camarade qui l'a traité de fils de lesbienne. Point. Le cœur brisé, Sophie se précipita sur place. Louis, en larmes, murmura, c'est vrai? Maman, tu aimes une fille? Sophie, choisissant l'honnêteté, répondit doucement, oui. Mon chéri. Et ça ne change rien à mon amour pour toi. Emma, plus jeune, semblait confuse. Mais les enfants s'adaptaient mieux que prévu. Alexandre, apprenant l'incident, accusa Sophie d'avoir empoisonné leur innocence. La pression sociale s'amplifia. Au cabinet, Sophie fut convoquée par son patron. Nous avons reçu des plaintes anonymes sur votre vie privée. Cela affecte-t-il votre travail? Elle nia. Mais sentit le sol se dérober. Des amis d'enfance la rayèrent de leur liste, prétextant des valeurs incompatibles. Même dans les rues de Paris, elle imaginait des regards accusateurs. La France est progressiste.
Mais pas pour tout le monde, pensa-t-elle amèrement. Marie, pour la soutenir, organisa une soirée avec des amis LGBT. Là, Sophie rencontra d'autres femmes ayant vécu des coming out tardifs. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma liberté, raconta l'une. Ces témoignages l'inspirèrent, mais aussi l'effrayèrent. Était-elle prête à payer ce prix? Marie, sentant son hésitation, confronta, si tu regrettes, dis-le-moi. Je ne veux pas être un regret. Sophie, émue, l'embrassa, non. Tu es ma lumière. Pourtant, un soir, une trahison inattendue frappa. La sœur de Sophie, Claire, qu'elle croyait alliée, contacta Alexandre pour témoigner contre elle. Je l'aime. Mais les enfants ont besoin de stabilité, expliqua Claire au téléphone. Sophie, apprenant cela, explosa de rage. Comment peux-tu me trahir comme ça? Nous sommes du même sang. Claire répondit, pense à maman et papa. Tu les tues à petit feu. Cette confrontation familiale creusa un fossé irrémédiable. Sophie décida alors de contre-attaquer. Elle contacta une association LGBT pour du soutien légal et médiatique. Votre histoire peut aider d'autres, lui dit la responsable. Mais exposer publiquement signifiait amplifier le scandale. Marie, enthousiaste, l'encouragea, faisons-le ensemble. Elles préparèrent un plan, une interview dans un magazine progressiste. Avant cela, une crise majeure survint. Alexandre, furieux, interdit à Sophie de voir les enfants sans supervision. Lors d'une visite, il lança « Tu as choisi ta perversion sur ta famille ». Sophie, blessée, riposta « C'est de l'amour, pas une perversion ». Les enfants, témoins, pleurèrent. Ce soir-là, Sophie s'effondra chez Marie, questionnant tout, et si j'abandonnais? Pour eux? Marie, les larmes aux yeux, répondit, non. Bats-toi. Pour nous. Pour toi. Les jours suivants, Sophie renforça sa résolution. Elle reprit contact avec ses parents, forçant une rencontre. À la maison familiale en Normandie, l'atmosphère était glaciale. Son père tonna, « Tu déshonores notre nom ». Sa mère pleura, « Pense à ton âme ». Sophie, voix tremblante, défendit, « Dieu m'a fait ainsi ». L'amour n'est pas un péché. Mais ils restèrent inflexibles, la reniant presque. De retour à Paris, Sophie se prépara pour l'audience décisive. Marie, à ses côtés, murmura, « Quoi qu'il arrive, je t'aime. » Mais au fond, Sophie savait que les choix à venir testeraient leurs liens comme jamais. L'audience au tribunal fut un champ de bataille émotionnel. Sophie, vêtue d'un tailleur strict, affronta le regard perçant du juge. Alexandre, assis de l'autre côté, évitait ses yeux. Les avocats s'affrontèrent, celui d'Alexandre peignit Sophie comme une mère irresponsable, citant des témoignages de voisins sur ses absences nocturnes. Le sien riposta avec des expertises psychologiques affirmant que l'orientation sexuelle n'impactait pas les compétences parentales. Les enfants, interrogés par une assistante sociale, exprimèrent leur confusion mais leur amour pour les deux parents. Le verdict tomba comme un couperet, garde alternée,
avec thérapie familiale obligatoire. Alexandre, déçu, murmura à Sophie, tu as gagné cette manche. Mais la guerre continue. Sophie, soulagée mais épuisée, serra Marie dans ses bras dehors. C'est un pas, dit-elle. Mais la victoire avait d'un goût amer, les enfants étaient ballottés. Et la société jugeait toujours. Marie, inspirée par cette résilience, décida de créer une série de toiles sur leur histoire. L'art pour guérir, expliqua-t-elle. Une galerie accepta d'exposer, mais pas sans controverse. Des critiques conservateurs boycottèrent, accusant Marie de propagande LGBT. Marie, défiante, répondit dans une interview, l'amour n'a pas de genre. Sophie, fière, la soutint publiquement pour la première fois. Pourtant, les conflits internes persistaient. Sophie luttait contre la culpabilité, revivant des nuits d'insomnie où elle imaginait une vie normale. Et si j'avais tout inventé, se demandait-elle. La thérapeute l'aida, c'est l'intériorisation de l'homophobie sociétale. Marie, sentant sa fragilité, proposa une pause, si tu as besoin d'espace. Mais Sophie refusa, non. C'est avec toi que je veux être. Un tournant dramatique survint lors d'une réunion familiale élargie. Les parents de Sophie, influencés par Claire, organisèrent une intervention. Assis autour de la table, ils bombardèrent Sophie de reproches, repens-toi. Reviens à Alexandre. Son père cita la Bible. Sa mère pleura sur les enfants innocents. Sophie, outrée, explosa, vous préférez une fille malheureuse mais hétéro? Marie, présente, défendit, l'amour n'est pas un choix. La soirée se termina en cris, avec Sophie claquant la porte. Ce rejet familial la poussa à chercher du soutien ailleurs. Elle rejoignit un groupe de parole pour femmes lesbiennes tardives. Là, elle partagea son histoire, trouvant écho chez d'autres. J'ai perdu mon job, mais gagné ma dignité, raconta une participante. Ces échanges fortifièrent Sophie, lui faisant réaliser que sa lutte était collective. Marie, cependant, craqua sous la pression. Une commande majeure annulée à cause du scandale la fit douter. Et si on arrêtait? Pour ton bien? Pour le mien. Sophie, paniquée, répondit, non. On a trop sacrifié. Elles se disputèrent violemment, Marie accusant Sophie d'hésiter encore. Choisis pleinement. Ou laisse-moi partir. Sophie, en larmes. Promis, je choisis nous. Pour sceller cela, elles planifièrent un week-end à la campagne, loin de Paris. Dans une auberge normande, elles parlèrent des rêves futurs, mariage, peut-être adopté. Mais la réalité frappa, un appel d'Alexandre annonçant qu'il déménageait à Lyon avec les enfants pour un nouveau job. Tu les verras moins, dit-il froidement. Sophie, dévastée, confronta, c'est de la vengeance. Il admit, peut-être. Mais tu m'as brisé. De retour, Sophie intensifia la thérapie familiale. Lors d'une session, Alexandre avoua sa douleur, je t'aimais vraiment. Sophie répondit, moi aussi. À ma façon. Les enfants, progressant, acceptèrent Marie comme l'amie de maman. Mais les cicatrices restaient. Au travail,
Une promotion inattendue arriva, Sophie fut nommée associée grâce à un dossier brillant. Mais un collègue jaloux répandit des rumeurs, forçant une confrontation avec le patron. Votre vie privée est la vôtre, tant qu'elle n'affecte pas le cabinet, dit-il. Sophie, renforcée, répondit, elle ne l'affecte pas. Et si ça dérange? Je pars. Il recula. Marie, regagnant confiance, exposa ses toiles. Le vernissage fut un succès, attirant un public divers. Sophie, à ses côtés, se sentit fière. Mais un incident, un manifestant conservateur hurla des insultes. Marie, protégeant Sophie, riposta, l'amour vaincra la haine. Cet événement les unit plus que jamais. Pourtant, un nouveau dilemme émergea. Les parents de Sophie, malades, demandèrent une réconciliation. Viens sans elle, stipulèrent-ils. Sophie, déchirée, refusa, c'est tout ou rien. Marie l'encouragea, vas-y. Pour la paix. Mais Sophie choisit la loyauté, non. Ils doivent accepter. Ce choix isola davantage, mais libéra. Les mois passèrent, marqués par une accalmie fragile. Sophie et Marie emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux du Marais, symbole de leur engagement. Les enfants, en garde alternée, s'adaptaient, Louis dessinait des familles modernes. Emma appelait Marie « Tata ». Alexandre, apaisé par le temps, coopérait mieux. Pour eux, dit-il lors d'une médiation. Mais les ombres persistaient. Sophie reçut une lettre anonyme au cabinet, lesbienne. Tu ne mérites pas d'être avocate. Paniquée, elle porta plainte. Mais l'enquête piétina. Marie, inquiète, suggéra, peut-être changer de vie. Sophie refusa, non. Je ne fuirai pas. Cette menace raviva ses peurs, la faisant douter de sa sécurité. Un soir, lors d'une fête LGBT, elles rencontrèrent une activiste influente. Votre histoire inspire. Partagez-la, proposa-t-elle. Sophie hésita. Mais Marie insista, c'est le moment. Elles acceptèrent une conférence. Devant un public conquis, Sophie raconta son parcours, le mensonge, le baiser, les pertes. Les applaudissements la galvanisèrent, mais aussi l'exposèrent. Des médias conservateurs la critiquèrent, une mère égoïste qui détruit la famille traditionnelle. La famille de Sophie réagit violemment. Son père hospitalisé pour un malaise cardiaque? Sa mère accusa, c'est ta faute. Sophie, rongée par la culpabilité, visita seule. Pardonnez-moi. Mais je ne changerai pas, dit-elle. Son père, faible, murmura, peut-être un jour. Un espoir ténu naquit. Marie, de son côté, affronta ses propres démons. Une ex-amante réapparut, offrant une vie sans complications. Avec Sophie, c'est un combat constant, confia Marie à une amie. Tentée, elle confia à Sophie, j'ai peur de nous perdre dans cette guerre. Sophie, terrifiée, répondit, alors bats-toi avec moi. Elles renouvelèrent leur vœu d'amour, mais la fissure était là.
Un climax survola lors d'une audience finale pour la garde. Alexandre, influencé par un thérapeute, proposa une entente amiable. Je veux ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Sophie accepta, soulagée. Mais en sortant, un journaliste l'interpella. Comment justifiez-vous votre choix? Elle répondit fermement, l'amour n'a pas à se justifier. Encouragée, elles planifièrent un voyage en Provence. Là, au milieu des lavandes, elles parlèrent d'avenir, mariage civil? Peut-être. Mais un appel brisa l'idylle. Claire? La sœur? Enceinte? Demanda de l'aide. J'ai réfléchi. Tu avais raison. Une réconciliation familiale timide s'amorça. De retour, Sophie affronta un scandale professionnel. Un client important refusa ses services à cause de sa réputation. Le patron la soutint, nous sommes inclusifs. Mais Sophie, fatiguée, envisagea de quitter. Marie l'encouragea, ouvre ton propre cabinet. Pour les causes LGBT. L'idée germa. Les tensions culminèrent lors d'une confrontation avec Alexandre. Invité à dîner, il avoua, j'ai rencontré quelqu'un. Je comprends maintenant. Une paix inattendue s'installa. Les enfants, heureux, virent leurs parents unis différemment. Pourtant, un betrayal final frappa. Une amie proche de Marie révéla avoir envoyé la photo initiale. Par jalousie. Je pensais te protéger. Mentit-elle. Marie, outrée, rompit l'amitié, tu as failli nous détruire. Sophie, choquée, questionna, combien d'autres ennemis? Elles décidèrent de se recentrer. Sophie lança son cabinet, spécialisé en droit queer. Marie exposa internationalement. Leur amour, forgé dans l'adversité, s'approfondit. Mais les cicatrices rappelaient le prix payé, famille fracturée, carrière chancelante, cœur meurtri. Un soir, Sophie murmura, était-ce la bonne voie? Marie répondit, oui. Car nous sommes vrais. Avec le temps, Sophie et Marie construisirent une vie stable. Le cabinet de Sophie prospéra, aidant d'autres à naviguer dans des eaux similaires. Marie, acclamée, utilisa son art pour sensibiliser. Les enfants grandirent, acceptant leur famille atypique. Alexandre, remarié, devint un allié inattendu. Les parents de Sophie, âgés, s'adoucirent. Une visite pour Noël marqua une trêve, nous t'aimons. Malgré tout, dit sa mère. Son père, silencieux, serra Marie dans ses bras. Claire, mère désormais, s'excusa, j'avais peur du changement. La guérison familiale, lente, progressa. Pourtant, les défis sociétaux persistaient. Des débats nationaux sur le mariage pour tous ravivèrent des tensions. Sophie participa à des manifestations, affrontant des contre-manifestants hostiles. La haine est encore là, nota-t-elle. Marie, à ses côtés, peignit des œuvres militantes. Intérieurement, Sophie réfléchissait aux choix moraux. Avait-elle priorisé son bonheur sur celui des enfants? La thérapeute affirma, non. Vous avez modelé l'authenticité. Marie. Écho.
Ajouta, le mensonge aurait été pire. Un jour, lors d'une conférence, une jeune femme approcha Sophie, votre histoire m'a donné le courage de sortir du placard. Touchée, Sophie réalisa l'impact, sa douleur avait semé l'espoir. Marie et Sophie se marièrent civilement, entourés d'amis et familles. Les enfants portèrent les alliances. Alexandre applaudit. Un moment de triomphe, mais teinté de mélancolie pour les pertes endurées. Les années passèrent, avec des hauts et bas. Sophie, à 35 ans, écrivit un livre sur son parcours. Best-seller. Marie, exposant à New York, dédia une toile à leur amour. Mais les doutes subsistaient, la société évoluait. Mais lentement. Finalement, assise avec Marie sur un banc face à la tour Eiffel, Sophie murmura, tout cela valait-il la peine? Marie sourit, absolument. Et vous, lecteur? Pensez-vous que sacrifier une façade familiale pour une vérité personnelle est toujours le bon choix? Ou parfois un égoïsme destructeur?